Ce discours vous renvoie, intellectuels désenchantés, à votre monde, votre histoire, vos échecs, du moins aux apories qui encerclent votre modernité. Vous préférez ne pas nous entendre, et dans une fuite en avant, dont vous ne connaissez pas encore les résultats chez vous, et dont nous voyons déjà les désastres chez nous, vous vous lancez à tête perdue dans le culturalisme. Le modernisme est mort. Vive la modernité. L'éros musulman. Une mise en spectacle. Voiler les femmes n'est pas le privilège de l'islam. C'est une pratique que l'on retrouve dans de nombreuses autres cultures et traditions, plus anciennes que toutes les religions. On l'aura compris, la burqa afghane n'a rien à voir avec les prédications du prophète du Hijaz, dont certaines auraient même pu la faire disparaître. Cependant, aucune autre que ces traditions n'a poussé aussi loin que la culture islamique la logique de l'enfermement des femmes. Si le voile contemporain tire son origine de la tradition charaïque qu'il a codifiée et en a fait un dogme moral, sa fonction dépasse clairement le seul cadre religieux et l'adhésion à la culture du harem dont il est la continuité dans l'espace public. Aujourd'hui, en Europe, en France, la société du spectacle dans laquelle nous sommes plongés offre, par sa nature même, des moyens redoutablement efficaces à ces détournements de sens, les sollicite, les encourage, dans la mesure où elle-même n'existe qu'à travers la masse de messages qu'elle charrie. Plus que jamais, le sens originel du voile est débordé, et nous sommes assaillis par des messages qui puisent leur raison dans la vie plus qu'au ciel. Le voile est aujourd'hui une arme médiatique. Cette arme, les islamistes l'utilisent pleinement. Elle est même devenue leur plus efficace étendard. C'est sous sa bannière qu'ils recrutent et jettent du même coup bon nombre d'adolescents dans un piège dont on ne voit pas ce qu'il a de profondément inégalitaire et antiféministe. C'est ainsi qu'au nom de l'islam, certaines s'emparent volontairement, croyant pouvoir tirer quelque force de la provocation à laquelle elles se livrent. Mais si se voiler a une dimension de jeu, de défi, dans un contexte de révolte ou de revendication, il n'en est pas moins une décision lourde de conséquences sur laquelle il est quasiment impossible de revenir, en France comme ailleurs. Toutes les filles qui se voilent n'ont pas un papa communiste et connu des médias, comme les sœurs Lévy, qui avaient défrayé la chronique en 2003 pour avoir refusé de retirer leur foulard au lycée. Deux adolescentes qui, à bien y regarder, voulaient régler leur compte avec leurs parents qui se disaient, pour le père tout à la fois juif athée et pour la mère kabyle convertie au catholicisme. Un brûlot médiatique comme l'adore la presse et la télévision. Sur le moment, de nombreuses associations de gauche étaient montées au créneau et avaient signé une pétition de soutien sans vraiment se pencher attentivement sur le problème, préférant se jeter aveuglement sur l'actualité. Quelques mois plus tard, lorsque sortit le livre d'entretien des deux sœurs, où elles confiaient qu'elles trouvaient injuste d'empêcher une femme de se faire lapider pour adultère, puisque c'était son libre choix, ces mêmes associations restèrent cette fois parfaitement muettes. Le temps du débat télévisé était dépassé, et il n'y avait donc plus rien à dénoncer, même si ce livre, bouffonnerie lamentable, insultait les femmes musulmanes et les femmes en général. Quant à moi, je me suis fait une opinion sur la question dès la première affaire de voile qui avait conduit à l'exclusion d'une jeune Marocaine de son lycée. Pour que l'adolescente enlève son voile et retourne dans son établissement scolaire,
Il avait suffi d'une simple intervention du cabinet du roi du Maroc, Hassan II. Un épilogue qui jetait un doute sérieux sur le fondement spirituel du désir de voile et remettait en cause l'idée d'un conflit entre l'expression d'une liberté intime et un principe général. Conflit qui avait de quoi ébranler mes convictions les plus affirmées. Je me suis dès lors posé la question différemment. Puisque entre Dieu et le roi du Maroc, la famille de la jeune adolescente avait choisi le roi, cela signifiait que le débat était encore ouvert sur la pratique de voiler les filles mineures, qu'il ne s'agissait pas d'un impératif dogmatique et que nous, féministes, avions toutes nos chances d'être écoutées. C'était une question intentionnellement naïve, mais elle ouvrait un chemin pour la réflexion et confortait l'idée que cet islam monolithique, dont on nous rabattait les oreilles, ne tombait pas du ciel, que c'était éminemment une affaire d'hommes et de femmes et de rois.